Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro Business. Un numéro au cours duquel nous revenons sur le rachat d'Energy of Cameroon par l'État. Yaoundé a signé l'accord officialisant la reprise des parts du fonds britannique Actis dans Eneo, concessionnaire de la distribution de l'électricité. Montant global de la transaction, 78 milliards de francs CFA. Dans ce numéro, nous parlerons d'un secteur fragilisé par un endettement massif et d'un plan de redressement ambitieux, pertes, gains, conséquences. Ce sera en seconde partie avec Eugène Yambal, économiste et consultante en finance internationale, analyste des enjeux économiques et stratégiques sur le continent africain. Il est ancien conseiller principal pour l'Afrique au Fonds monétaire international. Il est également chef de projet à la Banque mondiale. Mais tout d'abord, on va regarder ce sujet sur l'état des lieux du rachat d'Energy of Cameroon par le gouvernement de Yaoundé. Retrouver la souveraineté de l'État du Cameroun. C'est entre autres objectifs visés par Yaoundé, qui reprend le contrôle et la gestion d'Energy of Cameroon, entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique. Un cap historique de l'avis de plusieurs observateurs. Le rachat à 95% du capital d'Eneo au fonds Actis et les 5 autres pourcents réservés aux employés montrent une volonté de changer la donne. La redistribution actionnariale entraîne un changement profond dans la gouvernance de l'entreprise. La signature de l'accord entre Yaoundé et le fonds britannique Actis CPH marque, selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie, une étape indispensable pour engager les réformes d'urgence nécessaires à la stabilisation du secteur électrique. Il est toutefois à noter que la prise de contrôle intervient dans un contexte tendu. Eneo laisse une ardoise de 800 milliards de francs CFA de dette fin 2024. C'est là le nœud du problème, insiste le MINE. C'est un secteur fragilisé par un déséquilibre financier dont hérite le Cameroun, conséquence entre autres des retards de paiement aux producteurs. Mais le Cameroun, lui, semble avoir un plan de redressement durable, le refinancement de la dette de l'entreprise qui inclut l'amélioration de la trésorerie, la stabilisation et la discipline dans les paiements. C'est donc, in fine, un plan de redressement global qui est présenté avec les premières étapes qui vont jusqu'en 2026. S'en suivra progressivement un retour à l'équilibre du secteur d'ici 2028. À présent, cet entretien avec l'économiste Eugène Yambal, le consultant en finance internationale et chef de projet à la Banque mondiale, revient de long en large sur l'impact de cette opération sur l'économie camerounaise. Bonjour Eugène Yambal et bienvenue dans Afro Business. Bonjour Armel. Alors on parle dans ce numéro du rachat d'Energy of Cameroon, Eneo, par l'État à hauteur de 78 milliards de francs CFA. Vos premières impressions justement sur ce rachat annoncé? Je pense que le gouvernement a pris une bonne initiative en rachetant Eneo. Maintenant, les conditions d'achat posent un problème. On annonce également un conseil d'administration dont la date reste pour l'instant inconnue. L'État va détenir au terme de ce conseil d'administration 95% des parts et les employés de Eneo auront également 5% des parts. On a donc une recomposition actionnariale de l'entreprise désormais largement sous contrôle public. Oui, je pense que quand on fait le bilan des privatisations, de la privatisation du secteur de l'électricité au Cameroun, il est largement négatif. Et il me souvient que lorsque ce processus a commencé dans les années 90, j'ai conseillé au gouvernement camerounais à l'époque, de ne pas donner la concession à AES. Très bien. Lorsqu'ils ont pris Actis également, j'ai également alerté les autorités pour qu'on ne donne pas la concession à Actis. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand on a annoncé les privatisations, on a arrêté d'investir dans le secteur pendant longtemps. Et c'est dans le cadre des programmes d'ajustement qu'on a demandé au Cameroun de privatiser tous les services publics, y compris l'eau, l'électricité, les télécoms et autres. Et il se trouve que je connaissais bien AES à l'époque. J'étais aux États-Unis et ils avaient été créés à Arlington où j'habitais par des avocats. Des avocats qui travaillaient avec le groupe d'énergie Enron qui avait fait faillite. Ils ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire dans le secteur. Donc ils ont créé cette société qui ne marchait pas du tout. Ils ont essayé des opérations au Sénégal, ça ne marchait pas. Et quand ils ont racheté, leur action était à peu près à $1 par action, tellement ils n'avaient pas d'activité. Donc je pensais que ce n'était pas judicieux de leur donner ça.
Bon, malheureusement, comme il y avait des contraintes dans le cadre du programme, le Cameroun l'a fait. Et après cela, j'ai conseillé, comme nous étions en train d'aller vers le point d'achèvement de l'initiative PPTE, j'ai conseillé au gouvernement de faire le dos rond tant qu'on n'a pas atteint l'initiative PPTE, la réduction de la dette, mais d'utiliser l'agence de régulation des télécoms pour évaluer le respect du cahier des charges par AES. Et si, à l'issue de ça, on fait un audit, on se rend compte qu'ils n'ont pas exécuté ce cahier des charges, on leur donne une amende, comme on le fait dans les pays occidentaux, qui est proche du prix d'achat qu'ils ont payé. Comme ça, s'ils veulent aller en arbitrage, ils font ce qu'ils veulent. Et curieusement, juste avant de sortir de l'opération du Cameroun, AES, à ce moment-là, j'étais à la SFI, AES a pris des crédits auprès de la SFI et de Proparco pour faire un programme d'investissement ambitieux au Cameroun. Et ils ont engagé là-dedans la consommation future d'électricité du Cameroun. Quelques temps plus tard, ils vendent et revendent à Actis. Et lorsque je vois Actis arriver, Actis, c'est un fonds d'investissement qui a pris l'argent des investisseurs, qui leur a dit on va chercher du business et on va vous assurer un certain retour sur investissement. Donc c'est comme ça qu'ils viennent reprendre. Et lorsqu'ils sont là, ils ne font que rapatrier. Ils n'ont pas apporté beaucoup d'argent. Ah oui. Et ils se sont essentiellement appuyés sur le crédit bancaire auprès de nos banques et ils rapatriaient la plupart le gros des revenus. Et bon, on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Et à un moment donné, ils ont voulu sortir. Mais avant de sortir, il faut dire que le problème dans le secteur n'est pas uniquement Eneo. C'est un problème systémique. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du secteur qui est désorganisé. De l'énergie. De l'énergie qui est complètement désorganisée. Je ne sais pas si vous voulez que j'y touche. D'accord. Oui. Justement, vous ne semblez pas très d'accord dans votre dernière sortie avec ce montant, 78 milliards de francs CFA. Si l'on s'en tient justement à cette sortie, le budget, le coût réel du rachat des néos auquel il faut ajouter, selon vous, plusieurs charges, comme la maintenance exorbitante, selon vous. Armel, est-ce que je peux terminer sur le premier point? Allez-y. Où je disais que quand on regarde le système aujourd'hui, ce n'est pas Eneo seul le problème. Donc même si le gouvernement rachète et essaye de réorganiser uniquement Eneo, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'avant la privatisation, ce que les institutions financières ont fait, on a découpé le secteur en plusieurs morceaux. Avant, on avait un système intégré où il y avait l'État qui faisait la politique énergétique, qui construisait des barrages et qui disait à la SONEL, vous donnez l'électricité à la population. Donc, la SONEL faisait le transport et la distribution. Maintenant, quand on veut privatiser, ce n'est pas valable que dans le secteur de l'énergie. Hein. Il faut garder à l'esprit que les Occidentaux voulaient que leurs entreprises gagnent de l'argent dans les secteurs privatisés chez nous, surtout les services publics. Donc, on a découpé ces secteurs souvent en petits morceaux. 1, le segment production. 2, le secteur transport, par exemple dans l'électricité. Et 3, le segment distribution. Et là où ils ont amené leurs entreprises multinationales, c'est au niveau du segment distribution. Au niveau de la production, ils ont dit qu'ils ont fait... En fait, c'est le modèle américain qu'ils ont amené chez nous. Mm-hmm. Et au-dessus de ça, ils ont mis l'agence de régulation à laquelle ils ont dit, vous vous assurez que les différents acteurs dans le secteur, chacun respecte son cahier des charges. Vous faites le contrôle technique, le contrôle du cahier des charges. On a dit à l'État, vous n'intervenez plus dans la gestion du secteur, vous faites la stratégie sectorielle et les politiques sectorielles. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est que, c'est pas que le Cameroun, la plupart des pays africains qui n'étaient pas habitués à gérer ce type de systèmes aussi complexes, ça s'est désorganisé, ils se sont retrouvés prisonniers de l'entreprise qu'on avait amenée au niveau de la distribution. Le problème au Cameroun, c'est que, 1, ils sont sous-capitalisés, ils n'ont pas les ressources pour investir dans la distribution d'électricité. Une société de transport, l'État ne met pas d'argent.
Et l'autre chose aussi, c'est que l'État ne paye pas ses factures. Donc, comme l'État ne paye pas ses factures, Eneo lui-même, il a du mal à s'en sortir. Lui-même ne paye pas ses fournisseurs. Et ses fournisseurs eux-mêmes, par exemple, ceux qui produisent le gaz, ne payent pas la SNH. Donc, on s'est retrouvé avec Eneo qui a une dette de 800 milliards. 800 milliards. C'est dans ce contexte qu'on construit le barrage de Nachtigal. Et là-dedans, Armel, imaginez qu'une entreprise endettée à plus de 800 milliards, elle s'engage à acheter l'électricité tous les mois pour 10 milliards. Pour 10 milliards. Donc, elle promet que tous les mois, que l'électricité soit consommée ou pas, elle paye 10 milliards. Et on dit que c'est l'État qui va apporter une garantie si Eneo ne paye pas. Et de l'autre côté, on n'a pas construit toutes les lignes. La majeure partie des lignes de transmission ne sont pas construites. Donc, comment vous pouvez vous engager à payer 10 milliards par mois? Comme on n'a pas payé les lignes de transmission, comment vous allez transmettre pour distribuer à la population? Donc, vous êtes dans une situation où vous risquez de payer de l'électricité que vous ne consommez pas. Face à toutes ces incertitudes, Eneo demande à quitter le Cameroun. Et il demande que le gouvernement paye 78 milliards. Je vous ai dit que je soutiens à 100% le fait que l'État ait racheté Eneo. Mais si j'avais été associé à cette opération, si j'avais été aux affaires, on n'aurait pas donné les 78 milliards. Pourquoi? Parce qu'il demande 78 milliards pour sortir du Cameroun. Mais de l'autre côté, dans le cahier des charges qu'il a signé, il devait faire la maintenance de barrages comme celui de Son-Loulou, comme celui de Lac-d'Eau, où Eneo n'a pas fait les travaux de maintenance. Donc quand il demande 78 milliards et qu'il quitte le Cameroun, c'est plus de 200 milliards de travaux de maintenance. Oui. Donc c'est le contribuable camerounais qui va payer, en plus des 78 milliards, c'est le contribuable camerounais qui devra faire la maintenance de Lac-d'Eau et de Son-Loulou. Bon, ça, c'est le premier problème. À ce niveau, je pense qu'une fois de plus, on nous a amené le système anglo-saxon. C'est-à-dire, on est passé du système intégré, où l'État est impliqué, au système anglo-saxon, il y a une agence de régulation. L'objectif de l'agence de régulation, c'est que quand le cahier des charges n'est pas respecté, on l'utilise pour corriger, donner des amendes. Et on pouvait utiliser l'ARCEL pour faire un audit du cahier des charges et dire à Eneo, mais vous demandez 78 milliards, mais nous, on se rend compte que, vu vos engagements au niveau du cahier des charges, vous nous devez aussi des travaux pour 280 milliards. Et sur le plan juridique, quand on a constaté les défaillances de la partie adverse, s'ils veulent aller en arbitrage, que ce soit à la Banque mondiale, un peu partout, ou à Paris, on sait qu'on a un dossier blindé, on ne leur donne pas cet argent. Oui. Et la deuxième faiblesse, c'est au niveau de Nachtigal. On n'aurait jamais dû accepter. Là aussi, Eneo nous laisse une situation où il s'est engagé à payer l'électricité produite par le barrage à 10 milliards par mois, ça fait 120 milliards par an. Maintenant qu'on a absorbé Eneo, qui est-ce qui va supporter le coût? Puisqu'il fait partie de l'État maintenant, c'est l'État une fois de plus. Donc le contribuable voilà. Camerounais. Donc on a les 78 milliards, plus les coûts de maintenance non réalisés par Eneo, plus une dette supplémentaire de potentiel de 120 milliards par an, dans un contrat de concession signé sur 30 ans. Quand vous avez un ouvrage comme un barrage ou une autoroute à construire, deux modes de financement. Un, vous dites, j'y vais sur fonds propres, je construis moi-même. S'il faut aller emprunter auprès des Chinois, auprès de n'importe qui, je construis et j'en suis propriétaire. Tous les bénéfices qui en découlent me reviennent, moi, l'État. C'est la solution que l'Éthiopie a choisie. Justement, on reviendra sur votre passage du côté de l'Éthiopie. Donc, ça, c'est la méthode la plus simple. Mais maintenant, le gouvernement peut se dire, je ne veux pas m'endetter.
parce que mes finances publiques ne sont pas en bon état, je ne vais pas augmenter le niveau de dette. Donc, je fais un PPP, partenariat public-privé. L'objectif du PPP, c'est de transférer le risque financier de l'État vers l'entreprise qui construit le barrage. On lui dit, nous, on veut construire le barrage, on n'a pas d'argent, on te donne une concession, on signe un contrat de concession sur 30 ans. Donc, tous les risques financiers inhérents au barrage, tu les assumes. Or, ce qu'ils ont fait ici, c'est que quand ils ont fait un montage où, bon, on a dit que 25% du barrage sera financé par Action. Donc tout le monde est entré dans l'actionnariat. Le gouvernement du Cameroun, 15%, la SFI, EDF lui-même est entré, Africa 50. Mais le reste était financé par la dette, 75%. Quand on regarde le modèle, on se dit, mais, si on laisse ça en l'état, le risque financier va revenir à EDF qui a construit. EDF, lui, il veut garantir son investissement. Et dans ce type de projet, on cherche souvent, on appelle ça un off-taker. C'est-à-dire, quand je produis, je veux m'assurer qu'il y a une entité qui va acheter ce que j'ai produit. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon off-taker. Maintenant, mais on prend un off-taker pour garantir le risque de EDF qui a construit. Le problème, c'est que le off-taker, il n'a pas les capacités de payer. Et c'est là qu'on appelle le gouvernement camerounais pour lui dire « donne ta garantie ». Donc, en fait, on lui fait faire le contraire des objectifs du PPP. J'ai dit, l'objectif du PPP, c'est que celui qui vient construire, c'est lui qui supporte le risque financier à travers un contrat de concession sur 30 ans. Ça lui donne le temps de prendre son argent. Mais là, il a verrouillé l'opération, il a pris une assurance risque en signant un contrat qui fait que, comme l'État apporte sa garantie, l'État doit payer 10 milliards comme Eneo n'existe plus. C'est l'État qui doit payer, donc lui, il a zéro risque. Et ça fait 120 milliards par an multiplié par le nombre d'années. Justement, c'était les solutions que j'allais en venir. Quelles solutions proposez-vous, puisqu'on est déjà dans ce rachat, avec ces centaines de milliards de francs CFA qui seront supportés d'une part par l'État du Cameroun et d'un autre côté par le contribuable camerounais. Quelle stratégie, justement, pouvez-vous donner alors qu'on est déjà à l'achat des Néo? Ça ne fait pas l'objet de débats publics. Il faut restructurer cette opération. Bon, pour donner des conseils, je ne peux pas entrer dans les Mais vous adressez à un public qui est celui-là également qui endosse une part de responsabilité dans le paiement. Oui. C'est pour cela que nous sommes là. Non, les stratégies, on en a besoin également, M. Yambal. Ici. Non, mais je suis prêt à aider à restructurer cette opération. Il faut, parce que ce n'est pas soutenable pour l'État de payer ça. On a fait ce type d'opération quand j'étais à la SFI. Le gouvernement argentin avait fait beaucoup de PPP et il s'est retrouvé dans une situation où sa monnaie s'est dévaluée. Il était incapable de faire face à ses engagements. Donc on a engagé des discussions avec les différents partenaires impliqués dans les PPP. Ça s'impose également en l'espèce. Parce que le gouvernement n'aura pas les moyens. Vous voyez comment il y a une crise économique forte qui frappe le pays. Au niveau des finances publiques, on a des contraintes. On aura du mal à trouver 10 milliards par an et engranger une dette de 120 milliards pour un projet qui a déjà coûté 800 milliards. C'est pas possible. Donc il faudra parler aux uns et aux autres. Mais est-ce qu'il voudrait dire à vous entendre qu'on aurait encore une fois de plus besoin des partenaires justement pour la restructuration dont vous parlez, M. Yambal? Non, on aura besoin de parler avec les partenaires, mais on doit rester sur le siège du chauffeur, celui qui décide, qui donne la direction, ça doit être l'État du Cameroun. D'accord. Mais on devra parler aux différentes parties pour alléger la charge. Et l'autre chose, il y a beaucoup d'inefficience. Il y a beaucoup de problèmes dans les différents segments. Et pour que ça puisse marcher, il faut déjà l'entreprise de distribution qu'on a reprise. Il faut s'assurer qu'elle est mieux gérée et qu'elle dégage des revenus suffisants pour pouvoir payer l'électricité produite par Nachtigal sans trop s'appuyer
sur les ressources de l'État et du contribuable. Mais pourtant, le gouvernement à Yaoundé, lui, prépare quand même un plan de redressement global dont les premières étapes vont s'étendre entre 2025, nous ensemble, et 2026. Et le rachat des parts d'Atis représente justement la première phase d'un processus un peu plus vaste. Peut-on espérer un retour à l'équilibre du secteur à l'horizon 2028 avec les objectifs qui ont été annoncés justement par le gouvernement, la modernisation, la distribution, la réduction des pertes techniques et l'amélioration de la performance financière de ce système? Donc, je pense que c'est, comme on dit en anglais, c'est un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire les actions que l'État souhaite prendre pour améliorer la performance d'Eneo qu'on a racheté. Bon, c'est une bonne chose. Il y a des pertes techniques. Et il y a le problème de tarification. Oui. Il y a l'organisation même de l'entreprise qui n'est pas efficiente. Et il y a le fait que le gouvernement doit payer ses factures. En fait, il faut recommencer à travailler dans le secteur de manière holistique parce que si vous résolvez juste les problèmes au niveau des NEO, alors qu'il y a des problèmes sur toute la chaîne, vous ne résolvez rien. Si on fait et que l'État ne paye pas ses factures, on n'a pas résolu le problème. Si on améliore la gestion au niveau des NEO et que la Sonatrel ne crée pas les lignes de transmission pour transporter l'électricité produite, on n'est pas... Bon, l'autre chose, je pense qu'il y a un travail même plus en amont. On a un déficit, un problème au Cameroun, c'est chaque fois qu'on aborde des problèmes dans un secteur, on passe tout de suite au budget. Combien ça coûte? Toute la réflexion stratégique en amont, elle est un peu bâclée souvent. C'est-à-dire que quand je regarde mon pays aujourd'hui, il a la chance d'avoir une diversité géologique énorme. Donc même en termes de sources d'énergie, on a l'un des plus importants potentiels hydrauliques en Afrique. On a tout le nord, toute la zone sahélienne où on peut produire du solaire. On a, vous voyez, le Burkina Faso vient de se lancer au nucléaire. Donc on doit s'asseoir pour revoir la cartologie énergétique du pays. C'est-à-dire comment faire une combinaison optimale pour avoir une autonomie énergétique et exporter l'énergie vis-à-vis des autres pays. Très bien. Alors, vous parliez d'un voyage en Éthiopie où vous faites également une certaine comparaison avec le Cameroun. Il vient d'investir ou de construire sur fonds propres et investissement de la diaspora le barrage de la Renaissance de 5000 mégawatts pour 4,8 milliards de dollars. Mais pourtant, il coûte 4 fois plus cher que Nachtigal. Oui. Ils ont un barrage, effectivement, le barrage de la Renaissance, qui fait 5000 mégawatts. Oui. Il coûte, bon, Nachtigal a coûté à peu près, je crois, 1 milliard 200 000. À peu près 800 milliards. Le barrage éthiopien a coûté 4 fois, à peu près 4 milliards et plus cher. Et eux, ils produisent 5000 mégawatts. Bon, il y a les économies d'échelle. Nous, on produit 420 sur Nachtigal. Donc, en termes de coût, eux, ils sont 4 fois notre coût. Mais en termes de volume d'électricité produite, ils font près de 12 fois ce que nous produisons. Et la différence entre eux et nous, c'est que l'investissement a été pensé de manière holistique. C'est-à-dire, c'est tout l'écosystème qu'on a essayé d'améliorer. On s'est dit qu'avec ça, on peut vendre aux pays comme la Somalie, le Kenya, l'Ouganda et les autres. Et ça rapporte des revenus de 1 milliard de dollars par an. Alors que chez nous, on a investi, eux, ils ont investi à peu près 4 milliards quelque chose milliards de dollars pour 5000 mégawatts. Et ça rapporte, c'est un investissement autonome, solide, qui va rapporter de l'argent à l'État sur la durée, comme le café ou le cacao peuvent rapporter de l'argent. Nous, ici, on crée Nachtigal avec 800 milliards, mais ça nous génère une dette potentielle de 120 milliards par an. C'est pourquoi il faut corriger ça. Très bien. Et l'autre chose, en termes de financement, on a un problème aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on mette un coup d'arrêt au PPP et qu'on réfléchisse
sur ce qu'on veut faire. Parce que les problèmes dans les PPP chez nous, ce n'est pas que uniquement chez Nachtigal. J'ai vu d'autres cas. Oui. D'autres cas récemment. On a adopté les lois PPP chez nous, mais on a l'impression que c'est dispersé dans quasiment tous les ministères. C'est-à-dire chacun se lève, il fait son PPP. Souvent, il n'y a pas toute l'expertise technique, tout le travail à faire en amont. Et on se retrouve dans des situations où, lorsque les contrats sont mal négociés, nous en supportons les coûts financiers, où les partenaires nous amènent en arbitrage et on est obligé de payer des sommes énormes. Donc je pense qu'il faut changer la manière de gérer les PPP. Très bien. Merci à vous, Jeanne Nyambal, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes économiste et consultant en finance internationale. Vous êtes analyste des enjeux économiques et stratégies sur le continent africain, ancien conseiller principal de l'Afrique pour l'Afrique au FMI, chef de projet à la Banque mondiale, auteur de nombreux ouvrages sur le développement de l'Afrique. Merci Armelle. Et c'est là-dessus que s'achève ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir ce numéro sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes sur Dash Télévision et Dash Média.